Bonsoir, madame, monsieur et bienvenue sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, à cette session d'information de la soirée. Les titres. Le ministère évangélique La Race des Vainqueurs devient désormais une église, un programme spécial organisé pour célébrer cette nouvelle étape. Actualité africaine, cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Le président Ouattara rassure les acteurs de la presse en Côte d'Ivoire de l'accompagnement en 2015 pour l'épanouissement du secteur et la préservation de la dignité des journalistes. Toujours sur le continent africain, Boko Haram étend sa zone d'influence après le Nigeria. Le groupe islamiste attaque le Cameroun. Actualité internationale, menace terroriste en France. L'armée monte au front 10 000 militaires pour renforcer la sécurité. Bienvenue à cette session d'information. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'évangélisation. Le ministère évangélique La Race des Vainqueurs devient désormais une église dirigée par le révérend pasteur Yeo Prosper. Cette nouvelle étape a fait l'objet d'un programme particulier ce dimanche au siège de la dite église. Les détails avec Christian Priou. Le révérend pasteur Yeo Prosper, président fondateur de l'église évangélique La Race des Vainqueurs, en abrégé et ERAV, a rangé en ordre de bataille ses fidèles ce dimanche 11 janvier 2015, car le sacerdoce rentre dans une autre dimension. Son ministère aborde une autre étape dans l'accomplissement de la vision. L'ERAV passe désormais du stade du ministère à celui de l'église. Une vision donnée clairement par le Seigneur à son serviteur, le révérend pasteur Yeo Prosper. À cet effet, un programme spécial a été organisé ce dimanche 11 janvier 2015 dans la commune de Koumassi, où toutes les églises ERAV se sont réunies pour immortaliser ce grand événement. Louange, pas de danse au son de la fanfare ont meublé ce moment de réjouissance. Une occasion bien choisie par le bishop Adadé Albert pour exhorter et bénir le peuple par la prière. Je prie que tu sois le canal pour le réveil. Merci de ça, À la suite de ce moment de bénédiction, l'apôtre accueilli Paul a procédé à la présentation de la vision de l'Église à Christ, suivie d'une exhortation et la prise de la Sainte Seine, particulièrement marquée par la prière pour le nouveau baptisé. Ce programme spécial a pris une allure festive avec la prestation des chantres de l'Éternel, venus apporter leur soutien à l'événement. L'Église évangélique La Race des Vainqueurs rentre dans cette année 2015 sous de meilleurs auspices en vue d'appréhender les grands défis pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Et parlons médias à présent. Les médias ivoiriens et internationaux exerçant en Côte d'Ivoire ont présenté ce lundi leurs vœux de Nouvel An au président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a salué le travail qu'abattent les journalistes et les a encouragés à accompagner l'État dans la construction d'une Côte d'Ivoire émergente. C'est pour la 3e année consécutive qu'une telle cérémonie est organisée à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, à l'initiative du président Alassane Ouattara. Tous les acteurs des médias ivoiriens et internationaux, journalistes et patrons de presse étaient présents pour souhaiter au président de la République les traditionnels vœux du Nouvel An. Le président Alassane Ouattara, pour qui la liberté est indéniable pour la construction d'un État émergent, à l'horizon 2020, la presse joue un rôle important et doit être soutenue. Je suis heureux de recevoir ce matin, car c'est la 3e année consécutive que nous avons cette occasion
la distribuer quelque chose. Et aussi la télévision que je suis tout particulièrement. Je vois des efforts et je vois des résultats. Pour marquer son attachement à cette liberté de la presse, le chef de l'État a demandé en mémoire des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo qu'on garde une minute de silence. Les journalistes ont offert au président de la République à travers l'UNJCI un tableau du 3e pont d'Abidjan, l'un des ouvrages phares du mandat du président Alassane Ouattara. Et toujours sur le continent africain, tout autre chose à présent, Boko Haram étend sa zone d'influence. Après le Nigeria, le groupe islamiste a attaqué ce lundi une base militaire dans le nord-ouest du Cameroun. Les autorités camerounaises disent avoir repoussé l'attaque. Regardez. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram semble vouloir étendre son influence. Après avoir commis plusieurs attaques particulièrement meurtrières ces derniers jours dans le nord du Nigeria, les djihadistes ont lancé ce lundi une offensive contre une base militaire dans le nord-ouest du Cameroun, une attaque repoussée. Boko Haram est de plus en plus actif près des frontières du Niger, du Tchad et du Cameroun, ce qui inquiète les autorités et les populations voisines. Un archevêque nigérian a interpellé la communauté internationale ce lundi, demandant notamment aux Occidentaux de s'impliquer bien davantage dans la lutte contre les violences religieuses. Des violences qui, ces derniers jours, ont fait des centaines, peut-être des milliers de morts. Des témoins parlent de villages entiers rasés par les djihadistes. L'ONG Amnesty International s'inquiète d'une escalade sanglante des actions de Boko Haram contre les civils. Et cette brève avant de poursuivre cette édition d'information, la condamnation à 3 ans de prison de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été annulée ce mardi par la Cour de cassation au Caire dans le dernier procès pour corruption qui le maintient en détention dans un hôpital militaire. Et sur invitation de son homologue algérien, le président sénégalais est depuis ce lundi en visite officielle de 4 jours en Algérie. Macky Sall et Abdelaziz Bouteflika devront signer des contrats dont les secteurs de l'énergie, notamment le gaz et le pétrole, mais également l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. En visite d'État durant 4 jours à partir de ce lundi, le président sénégalais Macky Sall a pour mission de dynamiser les relations économiques avec l'Algérie. Actuellement, les échanges commerciaux entre Dakar et Alger sont estimés entre 8 et 10 milliards de francs CFA, des chiffres qui mettent en lumière la marge de développement possible des échanges entre les deux pays. Pour cela, dès ce lundi, le chef de l'État sénégalais présidera le Forum économique algéro-sénégalais aux côtés du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. Plusieurs accords devrait être signé pour renforcer cette coopération sud-sud. Sur les domaines précisément de l'énergie, sur le gaz et le pétrole, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et aussi, je pense, à un axe de politique qui est nouveau au Sénégal, qui recoupe donc la politique publique de Macky Sall de moderniser les DARA au Sénégal. Et je pense que l'Algérie aussi, sur ce domaine-là, a un savoir-faire, un recul. Outre la dimension économique, cette visite officielle en Algérie du président Macky Sall vise à renforcer l'approche sécuritaire commune. Le rôle de l'Algérie dans les efforts de paix au Mali et en Libye sera au centre des discussions entre Macky Sall et son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Et dernièrement, il y a eu la visite du président tchadien et je crois que l'Algérie, la diplomatie algérienne est en train d'essayer de coordonner les actions avec des pays importants du continent pour essayer de trouver une approche concertée, une approche très africaine, une approche consensuelle sur le dossier de lutter contre les groupes djihadistes, contre le terrorisme, mais aussi contre toutes les formes de criminalité qui traversent les frontières, notamment le trafic d'armes, l'immigration clandestine, le trafic de drogue et tout le crime organisé. Sécurité, politique, économie, mais aussi culture et religion, le Sénégal et l'Algérie vont solidifier leurs liens durant 4 jours. Cette visite historique d'un président sénégalais en Algérie va permettre à Alger de conjuguer sa stratégie de diversification économique avec le continent.
Direction à présent le Gabon. Le réveil a été très mouvementé pour Jean Ping et sa famille. Ce lundi, plus de 300 jeunes ont violemment attaqué et caillassé le domicile de l'opposant. À Libreville, la capitale gabonaise, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, devenu l'un des principaux opposants du régime de Libreville, était à son domicile au moment de l'attaque. Il y a eu plus de peur que de mal. Jean Ping et sa famille n'ont subi aucun sévice corporel. Même M. Ping a accusé la gendarmerie de ne pas être intervenue. Direction à présent le Sud-Soudan, le plus jeune État du monde, s'enlise de plus en plus dans une crise politico-militaire. Les affrontements se multiplient, les populations fuient les zones de combat et depuis le déclenchement de la crise, 10 000 personnes en sont mortes et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, quant à elle, multiplie les patrouilles de sécurité. Un an après le début du conflit au Soudan du Sud, les casques bleus des Nations Unies multiplient les patrouilles. Malakal, qui a été le théâtre de plusieurs affrontements violents entre forces gouvernementales et rebelles, est relativement calme depuis quelques mois. Le gouvernement affirme avoir le contrôle de la ville. Nous avons réussi à faire revenir un sentiment de normalité dans la ville. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. Au début de la crise, les populations de Malakal avaient vraiment peur de sortir du camp des déplacés. Maintenant, avec l'arrivée des alliances gouvernementales, les choses reprennent dans cette ville. Depuis le début des tensions politiques, plusieurs concertations pour le dialogue se sont succédées, mais toutes semblent avoir échoué. Les combats ont repris en décembre dernier dans le jeune État qui a proclamé son indépendance en 2011. L'accord de cessez-le-feu, fréquemment rompu, laisse place à une impasse politique dans le pays. Les gens doutent encore du retour effectif de la paix, même lorsqu'ils sortent du camp pour se rendre en ville, car les gens craignent une nouvelle attaque. Depuis le début du conflit au Soudan du Sud, 10 000 personnes ont été tuées. Cette crise politique a poussé plus d'1 million de citoyens à fuir le pays et exposé près de 11 millions de nationaux à la famine et à la précarité. Les conséquences de cette guerre civile au Sud-Soudan, 1 million de personnes a quitté le pays pour trouver refuge en Éthiopie. Débordée, l'Éthiopie lance un SOS en faveur des réfugiés sud-soudanais sur son sol. Chaque jour, des centaines de Sud-Soudanais viennent agrandir la population éthiopienne. Les autorités affirment avoir du mal à accueillir sur leur sol ces milliers de déplacés. L'Éthiopie lance un appel à soutien pour aider à accueillir les réfugiés du Soudan du Sud. L'instabilité politique au Soudan du Sud a créé une crise humanitaire sévère qui met plus de 5 millions de personnes en besoin d'assistance essentielle. Beaucoup ont fui pour se réfugier dans les pays voisins. L'Éthiopie, qui voit le nombre de réfugiés augmenter jour après jour, lance un appel international pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. Le nombre de réfugiés a augmenté. Ça crée la pression sur les ressources locales, sur l'environnement et sur tout le reste. Cependant, c'est un défi à relever. Nous n'avons pas de choix en Éthiopie à part offrir l'accueil à ces déplacés de guerre des pays voisins, parce que c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Nous avons besoin d'une solution rapide pour aider les réfugiés à se soigner. Ils viennent du Soudan du Sud et ont trouvé refuge en Éthiopie. Plus de 2000 personnes sont dans les camps de réfugiés dans l'attente d'une aide humanitaire. Le gouvernement éthiopien, les volontaires et les services sociaux ont besoin de plus de ressources humanitaires et matérielles pour satisfaire la forte demande. Nous avons besoin de plus de ressources pour être en mesure de fournir aux réfugiés le type d'aide dont ils ont besoin en tenant compte de leurs intérêts à long terme. Nous travaillons pour aider les réfugiés à rentrer chez eux et à se reconstruire. L'Éthiopie fait partie des économies les plus dynamiques du continent. Le pays accueille déjà des milliers de réfugiés en provenance de la Somalie. Avec l'afflux des citoyens sud-soudanais dans le camp de Gambela à l'ouest du pays, l'Éthiopie abrite aujourd'hui plus de réfugiés que les autres nations du continent. À présent, ouvrons la page économie. La coopération maroco-malienne est au bout fixe. Ces deux pays vont ratifier un accord de protection réciproque des investissements contre les pratiques frauduleuses. La coopération entre le Mali et le Maroc se porte bien. Mieux, elle se renforce et se diversifie. En effet, un projet de loi destiné à protéger les investisseurs des deux pays contre les pratiques contraires au droit international devrait prochainement être soumis au Parlement malien. Objectif,
stimuler de part et d'autre les flux de capitaux dans des conditions politiquement acceptables et économiquement avantageuses. Elle vise à sécuriser les investissements des pays africains entre eux parce que jusque-là, nous avons eu uniquement des avantages qui étaient accordés aux investisseurs hors africains en tant que tels. Et là, le fait que cette protection-là soit couchée dans la loi fondamentale qui est votée, au Parlement, par une loi votée au Parlement, est un avantage dans la mesure où on sait que les investissements marocains sont très très importants pour le Mali. Ce sont deux pays qui sont frontaliers. À ce jour, le Maroc est leader dans le domaine bancaire. À noter par ailleurs qu'un autre projet de loi a été adopté par le gouvernement malien le 24 décembre dernier. Il prévoit la fin de la double imposition et vise à éviter l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu. La loi sur la fiscalité porte sur les deux économies, à savoir les Maliens qui vont investir au Maroc et vice-versa. Donc, je pense que c'est la deuxième dynamique qui est beaucoup plus avantageuse dans la mesure où, sur pratiquement les 4 dernières années, le flux des investissements marocains au Mali représente environ, sur la période 2010-2012 à peu près, représente environ 157 milliards de francs CFA. La fiscalité, si vous voulez, est un outil qui est relativement efficace concernant les investissements internationaux. Lors de la visite de Mohamed VI, marquée par la conclusion de 17 conventions en février dernier, Bamako avait donné son feu vert pour accueillir davantage d'investissements marocains dans le secteur des mines, des banques et des télécommunications. Il incombe désormais aux différents départements sectoriels de concrétiser le contenu de ces conventions. Entrée en application difficile de la taxe sur les gains en capitaux au Kenya, les intermédiaires en bourse demandent plus de temps pour adapter leur système à la nouvelle législation. Les intermédiaires de bourse sur le Nairobi Securities Exchange inquiets quant à l'entrée en application et l'exigibilité de la taxe sur les gains en capital. Cet impôt, récemment réintroduit par les autorités, cible les bénéfices réalisés sur les cessions de titres boursiers. Et si les frais majorés de cette taxe sont d'ores et déjà appliqués aux investisseurs, la confusion règne concernant le processus de collecte. La règle est supposée déjà entrer en vigueur, mais comment cela se passera, c'est difficile pour nous de dire. Ce qui est clair cependant, c'est qu'à la fin de la journée, ce sont les investisseurs qui déclarent aux impôts les volumes de transactions effectuées. La mise en œuvre de cette loi s'annonce donc difficile pour les autorités kenyanes, d'autant plus que les intermédiaires de bourse s'y opposent. Ces derniers craignent qu'elle décourage les investisseurs. Cette loi, nous ne pouvons pas l'appliquer comme telle. Dès le départ, nous étions opposés à son adoption, mais nous sommes prêts à discuter de la manière dont nous pourrons combler ces incidences financières. Pour rappel, la taxe sur les gains en capital a été réintroduite dans le cadre de la loi de finances 2015 après près de 40 années de suspension. Et selon la nouvelle législation, les investisseurs devront s'acquitter d'une taxe de 5% sur la différence entre les prix d'acquisition des actifs boursiers et leur prix de cession. L'actualité internationale souffre avec la France. Le plan Vigipirate toujours en vigueur en France. Après l'attaque du journal Charlie Hebdo, plus de 10 000 militaires en renfort pour la sécurité. Objectif, tuer dans l'œuf toute attaque terroriste en hausse dans le pays. L'armée est mobilisée en renfort pour assurer la sécurité en France après la vague d'attentats de ces derniers jours. Le ministre de la Défense a annoncé ce lundi le déploiement d'un total de 10 000 militaires d'ici à ce mercredi. Cela constitue un record. C'est le double des effectifs mobilisés ce dimanche. Cela s'inscrit en grande partie dans le cadre du plan Vigipirate, toujours maintenu à son niveau maximum en Ile-de-France. Ces 10 000 soldats s'ajoutent aux milliers de policiers et CRS déjà sur le terrain pour sécuriser les lieux publics. Le président de la République a demandé aux forces armées de participer à la sécurité des points sensibles du territoire en raison de l'ampleur des menaces qui existent sur notre pays. Le ministère de la Défense souligne qu'il y aura plus de militaires déployés sur le territoire que sur les théâtres d'opérations extérieures en Afrique et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, un groupe de personnes se réclamant de l'organisation État islamique a attaqué le compte Twitter de CENTCOM, le commandement militaire américain au Moyen-Orient. Après cette cyberattaque, le compte a été suspendu. Je peux vous dire que c'est quelque chose sur lequel nous nous penchons et nous prenons cela très au sérieux.
Il existe une différence importante entre le piratage d'un compte Twitter et une vraie attaque pour voler des données. Et un peu de sport pour clore cette édition d'information et un triplé pour Cristiano Ronaldo. L'international du Real Madrid a remporté ce lundi son 3e ballon d'or FIFA France Football, dévançant dans les votes Lionel Messi et Manuel Neuer. C'est la 3e fois que le Portugais remporte le trophée après 2008 et 2013. L'attaquant du Real Madrid l'avait déjà obtenu en 2008 ainsi que l'année dernière, et malgré son échec avec l'équipe du Portugal au Mondial, Cristiano Ronaldo a néanmoins pulvérisé de nombreux compteurs en 2014 et puis la performance individuelle prime sur le palmarès. Ainsi, Cristiano Ronaldo a inscrit 17 buts en Ligue des Champions la saison dernière et surtout a soulevé la 10e C1 de l'histoire du Real Madrid. Il a également terminé meilleur buteur de la Liga et remporté 3 autres trophées, la Coupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe et le Mondial des clubs. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous garde.